Bonjour à tous, je vous propose ce matin de suivre la suite de l'examen du projet de loi sur la modernisation du système de santé. Hier soir, les sénateurs ont examiné l'article 2 qui vise à soutenir les jeunes pour l'égalité des chances en matière de santé. En clair, il est proposé d'assouplir les conditions d'accès des élèves du second degré à la contraception d'urgence, mais aussi de renforcer la lutte contre la consommation d'alcool. Les sénateurs ont également examiné toute la partie qui concerne les soins palliatifs. Voilà, tout de suite, donc, direction l'hémicycle. Le 869 rectifié qui est présenté par Monsieur Ruquier. Merci Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues. Dans le cadre du rapport sur la proposition de loi sur la création des nouveaux droits en faveur des malades et des personnes en fin de vie, et au cours des auditions, les rapporteurs ont reçu et auditionné un grand nombre de professionnels ou acteurs associatifs qui ont eu de cesse de déplorer la grande misère des soins palliatifs dont l'accès est faible. La distinction et la coordination de ces soins est un enjeu majeur de la modernisation de la médecine qui doit, en plus des soins curatifs, s'efforcer de prendre en charge la douleur tout au long du suivi du patient, et ce notamment grâce aux soins palliatifs. Il est donc essentiel de distinguer ces deux types de soins dans la définition de la politique de santé. Monsieur Ruquier, Madame la rapporteure. Oui, comme vous le dites, chers collègues, cet amendement vise à préciser que l'accès aux soins permis par la politique de santé concerne à la fois le volet curatif et le volet palliatif. Lors de l'élaboration de son texte, la Commission a estimé que cette précision n'était pas nécessaire à cet endroit du Code qui énonce les objectifs de la politique de santé en termes généraux. Et dans la mesure où la proposition de loi créant de nouveaux droits pour les personnes en fin de vie entend modifier d'autres articles du Code pour renforcer la vocation palliative de la médecine. C'est donc un avis défavorable qui a été émis par la Commission. Merci Madame la rapporteure, Madame la Ministre. Oui, je vais donner un avis défavorable à cet amendement. Alors même que dans le cadre de la mise en place d'une prise en charge de la fin de vie, il faut évidemment faire en sorte que les soins palliatifs soient développés. Mais dans le cadre de cette loi, les soins englobe toute une série de soins différents. Il y a les soins palliatifs, il y a des soins curatifs, il peut y avoir des soins... À ce moment-là, on peut rentrer dans la catégorisation des sous-catégories de soins, des soins reconstructeurs, réparateurs. Enfin, on peut imaginer toute une série de sous-catégories qui sont justifiées, prises indépendamment les unes des autres, mais qui sont englobées dans l'idée de soins au niveau d'une définition générale de l'objectif d'une politique de santé. C'est pour cela que j'en ai un avis défavorable à votre amendement, non pas par défiance à l'égard de l'idée de soins palliatifs, mais parce que, à entrer trop dans les détails, on finit par s'interroger sur ce qui n'est pas explicitement mentionné, et ce qui n'est pas explicitement mentionné, à ce moment-là, semble ne plus faire partie de la loi. Donc, avis défavorable. Merci Madame la Ministre. Je le mets aux voix, ce 869 rectifié. Ah, pardon, Monsieur le Président de la Commission. Sans vouloir revenir sur quoi que ce soit, mais à partir du moment où on parle de soins, là c'est du global, alors que tout à l'heure on parlait de santé, il fallait aller dans le détail. Je veux dire que clairement, je suis un petit peu perturbé, moi aussi, Monsieur Daudigny, mais dans le sens inverse. Quand on parle de santé en global également. Et quand on parle de soins, on parle de soins en global également. Ou alors on va dans le détail dans la santé, quand on nous y a incité tout à l'heure, en allant jusque dans les pratiques sportives, et on n'est pas allé jusqu'au reste, heureusement. Mais là, puisqu'on est aux soins et qu'on va dans le détail, pourquoi pas? Je veux dire, quelque part, il faut être cohérent. Et la cohérence, pour moi, n'existe plus. Monsieur le Président, y a-t-il d'autres explications de vote? Monsieur Ruquier? Il est retiré. Un 689 qui est présenté par Madame Cohen. Pour moi, cet amendement tombe puisque nous avons adopté tout à l'heure à l'alinéa 4 la notion d'égalité entre les femmes et les hommes. J'avais juste pointé que peut-être ce n'était pas au bon endroit, mais que de toute façon, nous le votions de bon cœur. Madame Cohen. Le 690, Madame David.
Oui, merci Monsieur le Président. Cet amendement est en réalité la réintroduction de l'alinéa 13 du projet de loi tel qu'il a été adopté à l'Assemblée nationale. Et je tiens à rappeler ici que nous avons eu l'occasion de débattre en première lecture au mois de mai du projet de loi d'adaptation de la société au vieillissement. Mais le texte, initialement consacré à la perte d'autonomie et à tous les âges de la vie, a finalement été réduit à la perte d'autonomie des personnes vieillissantes. Et donc cet alinéa 13 dans le projet adopté à l'Assemblée nationale était pour nous un bon signal. C'est la raison pour laquelle nous le réintroduisons, puisque la Commission l'a supprimé. En effet, on estime en France à 700 000 le nombre de personnes handicapées et à 600 000 le nombre de personnes invalides. Que prévoit le texte de la Commission pour leur permettre de vivre le plus longtemps chez elles, de pouvoir décider de leur vie, réaliser leurs projets, travailler, se soigner? Je suis au regret de dire, mesdames les rapporteurs et monsieur le rapporteur, que le texte ne prévoit rien. Nous estimons, pour notre part, que seule la solidarité de la société est à même de prendre en charge ces défis et, dès lors, il est nécessaire d'affirmer dans ce projet de loi de modernisation de la santé, comme cela a été fait à l'Assemblée nationale, que la stratégie nationale de santé prend en charge de manière collective et solidaire les personnes accidentées et handicapées. Merci Madame David. Madame la rapporteure. Alors, il nous a semblé en commission qu'effectivement, ce champ ne relevait pas à proprement parler de la politique de santé, mais plutôt du Code de la sécurité sociale et de l'organisation de notre système de protection sociale. Et d'ailleurs, quand on lit les termes de votre proposition, on entend bien cette charge collective et solidaire des conséquences financières et sociales de la maladie. Et c'est pour cette raison que la Commission des affaires sociales a émis un avis défavorable. Merci Madame la rapporteure. Madame la ministre. Je donne un avis favorable à ces amendements parce que le caractère de solidarité de la prise en charge de la politique de santé et de la politique de santé elle-même est un élément constitutif de notre organisation. Donc avis favorable. Merci Madame la ministre. Je le mets aux voix avec un avis défavorable de la Commission, un avis favorable du gouvernement. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Il est adopté. Un amendement 78 rectifié. Monsieur Commen. Ce présent amendement, Monsieur le Président, Madame la Ministre, vise à faire reconnaître l'applicabilité de l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme aux droits des usagers du système de santé. Le premier enjeu de cette reconnaissance réside notamment dans l'obligation pour le système de santé national de permettre l'accès à ce droit de manière impartiale et en un délai raisonnable. Le second enjeu tient à rendre possible l'invocation devant toute juridiction compétente pour connaître un litige afférent des garanties processuelles prévues par le texte conventionnel. Merci Monsieur Commen. Madame la rapporteure. Alors, chers collègues, cet amendement nous a posé quelques problèmes de compréhension et donc nous avons émis un avis défavorable. Merci Madame la ministre. Oui, avis défavorable aussi, parce que je ne suis pas certaine de voir quelle est la portée de la référence à l'article 6 de la CEDH dans ce contexte-là. Donc je vous demanderai plutôt de retirer votre amendement, sinon je donne un avis défavorable, parce que il s'insère vraiment très très mal dans le texte, quel que soit le texte de référence. Madame la ministre, vous le maintenez, vous le retirez? Merci Monsieur Commen. Deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune. Un 188 rectifié, c'est Monsieur Barbier qui le défend? Non, je retire cet amendement au profit de l'amendement suivant. Monsieur Barbier, donc le 188 rectifié est retiré. Le 881 rectifié, Monsieur Roquier. Monsieur le Président, mes chers collègues, si les médecins alors laissent les profanes exercer, où c'est qu'on va. Bon, je voulais simplement vous dire que donc nous avons fait une série de collectivités et de professionnels à consulter en matière de santé. Et simplement, je pose la question de savoir si dans les collectivités territoriales, il y avait donc les élus locaux. Voilà. Merci Monsieur Roquier. Madame la rapporteure.
Alors, que les élus locaux ne soient pas spectateurs, c'est évidemment ce que nous souhaitons partout, non seulement dans la politique de santé, mais aussi la politique des territoires. Il nous a semblé que l'article L. 1411-1 du Code de la sécurité sociale, que le présent amendement entend compléter, n'a pas vocation à énumérer l'ensemble des organismes qui sont associés à la concertation préalable à toute réforme de la politique de santé. Il convient par ailleurs de noter que la création d'une organisation représentative des associations des usagers ne semble pas faire consensus chez ces associations. C'est ce qu'on a pu entendre au cours de nos auditions. Pour cette double raison, la Commission des affaires sociales n'a pas jugé opportun de maintenir cette disposition dans le texte transmis par l'Assemblée nationale. C'est donc un avis défavorable qu'a émis la Commission des affaires sociales. Si, Madame la rapporteure, Madame la ministre. Si, pour ma part, je donne un avis favorable à cet amendement. Je pense que maintenant, les choses sont à peu près rodées, semble-t-il, mais dans notre façon de nous répartir les avis. Mais donc, avis favorable. Je tiens d'ailleurs à préciser qu'après des moments de non-consensus entre les différents représentants des usagers, ils ont maintenant convergé vers une position consensuelle et favorable à la rédaction du texte. Et il me semble il me semble utile plutôt de marquer le rôle des collectivités territoriales. Merci, Madame la ministre. Je le mets aux voix. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Il est adopté. Un amendement 858, Madame Archambault. Le diagnostic de certaines pathologies est parfois rendu compliqué du fait de spécificités propres à la personne qui en est atteinte. Prendre en compte les particularités du patient, du fait de sa situation sociale, de ses pratiques ou de son environnement, est souvent un moyen de pallier les difficultés du diagnostic ainsi que d'y apporter les traitements les mieux adoptés. C'est ce que cet amendement propose d'ajouter à la définition des objectifs de notre politique de santé. Merci Madame Archambault. Madame la rapporteure. Alors, cette précision n'a pas sa place à l'article L. 1411-1-1 dans sa rédaction issue des travaux de la Commission. Cet article concerne en effet la procédure d'élaboration et de révision de la politique de santé. La précision proposée nous apparaît en outre poser un problème de redondance avec les autres dispositions de l'article 1er. C'est donc un avis défavorable de la Commission. Merci Madame la rapporteure. Madame la ministre. Je vous demanderai plutôt de retirer cet amendement parce que les facteurs dont vous souhaitez la prise en compte sont évoqués pour ce qui relève de la politique de santé. Là, vous souhaitez le réintroduire pour la stratégie nationale de santé. Donc c'est un débat de la relation entre la stratégie nationale de santé et la politique de santé. La politique est plus vaste et la stratégie nationale de santé est une manière de décliner à un moment donné la politique de santé. Donc puisque les critères que vous évoquez sont pris en compte dans la politique de santé, ils le sont nécessairement à un moment donné dans une stratégie plus opérationnelle. Donc je vous demanderai bien de retirer votre amendement. Merci Madame la ministre. Madame Archambault. Il est retiré. Merci. Le 1116 rectifié, c'est Monsieur Cornano qui le défend. Cet amendement reprend les recommandations du rapport de la Cour des comptes du 12 juin 2014 intitulé « La santé dans les Outre-mer, une responsabilité de la République ». Merci. Merci mon cher collègue. Madame la rapporteure. Alors cet amendement nous semble satisfait par le vote prochain de l'article 1er bis. Et donc, c'est une demande de retrait qui vous est proposée par la Commission des affaires sociales. Merci, Madame la rapporteure. Madame la ministre. Même avis, un amendement va venir qui introduit explicitement l'article 1 bis qui porte sur les questions que vous soulevez relatives à l'outre-mer. Et donc, il me paraît souhaitable que vous retiriez l'amendement que vous présentez à l'instant. Merci, Madame la ministre. Monsieur Cornano, est-ce que vous accédez à cette demande? Si c'est satisfait, je le retire. Il est retiré donc. Le 691, Monsieur Vatrin. Oui, le projet de loi prévoit que les organisations représentatives des professionnels de santé et les associations agréées concourent à la mise en œuvre de la politique de santé
dans le cadre de leurs compétences. Le texte ne prévoit pas en revanche de les associer à la consultation préalable à l'adoption et la révision des objectifs et des priorités du projet de stratégie nationale de santé. Il nous apparaît pourtant nécessaire de les y associer, même si j'ai bien entendu ce que vient de dire la ministre, tout comme les représentants des collectivités territoriales et les représentants des personnels, chacun ayant une expérience reconnue dans son domaine. Cet amendement s'inscrit donc dans une démarche globale qui consiste à redonner de la place aux collectivités territoriales, aux professionnels de santé et aux représentants du personnel, ainsi qu'aux usagers, dans les prises de décision, quelles qu'elles soient, afin de tendre vers une véritable démocratie sanitaire. Ici, il y a bien la notion de consultation publique, mais elle mériterait d'être précisée. Tel est le sens de cet amendement. Merci, Monsieur Vatrin. Madame la rapporteure. Alors, sans surprise, parce que je l'ai déjà dit à plusieurs reprises, cet article 1411-1 n'a pas vocation à énumérer l'ensemble des organismes ou des partenaires à consulter avant que le gouvernement adopte ou révise sa stratégie nationale de santé. C'est donc un avis défavorable émis par la Commission. Merci, Madame la rapporteure. Madame la ministre. Il me semble, Monsieur le Sénateur, que votre amendement est satisfait. D'ailleurs, vous le soulignez vous-même. Vous précisez les acteurs qui doivent être consultés. Et donc, vous prenez le risque d'écarter d'autres acteurs qui pourraient être consultés. Ces dispositions de concertation, de consultation sont importantes. Elles donneront lieu à la rédaction d'un décret, enfin à la publication d'un décret qui est d'ailleurs en voie de finalisation déjà pour pouvoir sortir assez vite dès lors que la loi sera votée. Donc je vous demande de retirer votre amendement, sinon je vous donne un avis défavorable parce qu'il me semble à la fois satisfait et plutôt restrictif et donc aboutissant à un résultat, à mon avis, contraire à celui que vous recherchez. Merci, Madame la ministre. Monsieur Vatrin. Écoutez, donc notre intention n'était pas d'avoir une liste exclusive d'autres personnes ou d'autres organismes ou d'autres représentants associés à la concertation nécessaire à la mise en œuvre et à la définition des politiques de santé et des priorités de santé. Donc, si vous, Madame la ministre, nous dit à l'instant que ceux que l'on a cités, mais il peut y en avoir d'autres, seront inclus dans le décret nécessaire qui précisera les participants à la consultation publique, il n'y a aucune raison que nous maintenions cet amendement. Donc, je remercie la ministre d'avoir pris en compte notre proposition. Merci, Monsieur Vatrin. Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président. Juste pour ajouter comme ça, par taquinerie certainement, un élément supplémentaire, mais depuis le début de la discussion de cette loi, c'est ce que les rapporteurs disent. Plus on met de détails dans la loi, plus on écarte ceux qui ne sont pas dans le détail. Monsieur le Président, le 479 rectifié bis, c'est Madame Génisson qui le défend. Monsieur Daudigny. 479 rectifié bis. Monsieur Daudigny. Je prends l'objet très simplement. L'amendement vise à compléter les initiatives institutionnelles d'accès à la prévention et de promotion de la santé. Il tente à favoriser des actions de proximité et de prévention partagées, permettant une meilleure implication et participation des publics cibles dans le cadre de concertation et de coordination de l'ensemble des politiques publiques. Monsieur Daudigny, Madame la rapporteure. Alors cet amendement précise le cadre de réalisation des actions de promotion de la santé. Après nos débats, après vous avoir entendu, nous avons proposé donc la sagesse de notre Haute Assemblée. Donc voilà, comme quoi la Commission peut aussi avancer et changer. Merci Madame la rapporteure, Madame la ministre. Oui, avis favorable. Merci Madame la ministre. Je le mets aux voix. À Madame Génisson, explication de vote. Oui, merci Monsieur le Président. Excusez-moi de ne pas avoir répondu à votre sollicitation, mais
J'avais un amendement quasiment similaire sous la main et pas celui-ci. Oui, je pense que vraiment ce sujet de prévention partagée est tout à fait fondamental. Je crois qu'il y a tous les acteurs institutionnels, qu'ils soient médicaux, médico-sociaux, enfin les professionnels qui sont très, engagés sur le sujet de la prévention. Mais en ce qui concerne les publics cibles, et je pense en particulier aux publics jeunes, et je pense en particulier à la lutte contre le tabagisme, beaucoup d'expériences en France comme dans d'autres pays ont montré que quand les jeunes étaient acteurs eux-mêmes de leur message de prévention et des actions de prévention qu'ils menaient, cela donnait des résultats beaucoup plus importants dès lors que les acteurs étaient responsabilisés. Donc cette notion de prévention partagée est tout à fait fondamentale et intéressante à introduire dans la loi. Et merci à la fois à Madame la rapporteure et à Madame la ministre d'accepter cet amendement. Merci Madame Génisson. Je le mets aux voix. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Il est adopté. Le 40 rectifié bis, Monsieur Commen. Tous les acteurs de santé contribuent à la politique de santé. La démocratie sanitaire est un élément essentiel de nature à permettre à l'ensemble des acteurs du système de santé de s'impliquer dans l'élaboration et la mise en œuvre de la politique de santé. Il contribue à sa vitalité en organisant la représentation des associations d'usagers agréés. La démocratie sanitaire constitue aussi un facteur de développement d'une réponse adaptée aux besoins de soins et contribue à éclairer l'État dans le pilotage du système de santé et la définition de sa politique. À cet effet, faire vivre la démocratie sanitaire implique de développer la concertation et le débat public, améliorer la participation des acteurs de santé et des usagers du système de santé dans la gouvernance du système à tous les niveaux, promouvoir les droits individuels et collectifs des usagers. La démocratie sanitaire concerne l'ensemble des acteurs parties prenantes du système de santé, les usagers comme professionnels. Elle doit donc impliquer les associations d'usagers agréés, les établissements de santé publics et privés et les professions libérales du secteur sanitaire et social. Merci Monsieur Commen. Madame la rapporteure. Votre intention, chers collègues, est partagée par tous. Elle est partagée par la Commission des affaires sociales. Mais comme je l'ai dit à différentes reprises, nous ne pouvons pas commencer à citer les différents intervenants ou participants. Et pour cette raison, j'émettrai un avis défavorable, à moins que vous retiriez cet amendement. Merci Madame la rapporteure. Madame la ministre, merci pour le même avis. Vous le retirez, Monsieur Commen, vous le maintenez? Il est retiré. Vous pouvez donc présenter le 41 rectifié ensuite. Les établissements de santé publics et privés sont soumis à des autorisations sanitaires délivrées par les représentants de l'État. C'est donc sur l'ensemble de ces acteurs que l'État s'appuie pour mettre en œuvre la politique de santé, qu'ils soient publics ou privés. En rappelant l'association de tous les acteurs à la mise en œuvre de la politique de santé, la loi renforce la cohésion du système de santé et favorise l'efficacité de la réponse aux besoins de santé de l'ensemble de la population, tout en garantissant la liberté de choix qui caractérise notre système de santé. Merci Monsieur Commen. Madame la rapporteure. Oui, alors cet amendement prévoit explicitement l'association des établissements de santé et des professionnels de santé libéraux à la mise en œuvre de la politique de santé pour assurer l'équilibre recherché de l'offre de soins sur les territoires. Cette précision apparaît redondante et je vous renvoie aux alinéas 11, 12 et 25 de l'article 1er. Cet article n'a pas, par ailleurs, vocation à citer l'ensemble des acteurs, comme je le disais tout à l'heure, contribuant donc à la mise en œuvre de la politique de santé. Et la Commission des affaires sociales a émis un avis défavorable. Merci Madame la rapporteure. Madame la ministre. Même avis. Même avis. Je le mets aux voix. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Il n'est pas adopté. Un amendement 870 rectifié qui est présenté par Monsieur Arnel. Parce que moi je suis comme vous avec. Cet amendement concerne les problématiques de santé de l'enfant qui sont évidemment trop souvent appréhendées de manière détachée de son environnement.
Afin de pouvoir au mieux prendre en charge la santé de l'enfant, il nous semble qu'il est essentiel de le faire au travers d'une démarche globale qui s'attache aussi à son entourage familial. Madame la rapporteure. Alors, vous faites référence à la politique de santé de l'enfant et de la famille parmi les missions du Haut Conseil de la santé publique. Cet amendement entend donc préciser les missions de ce Haut Conseil, définies à l'article L. 1411-4 du Code de la santé publique, en faisant une référence à la politique de santé de l'enfant et de la famille. Les missions de ce Haut Conseil sont définies en des termes généraux. Il s'agit de, en premier lieu, contribuer à l'élaboration et à l'évaluation de la politique de santé, de fournir au pouvoir public, en liaison avec les agences sanitaires, l'expertise nécessaire à la gestion des risques sanitaires, ainsi qu'à la conception et à l'évaluation des politiques et stratégies de prévention et de sécurité sanitaire. Et pour terminer, de fournir au pouvoir public des réflexions prospectives et des conseils sur les questions de santé publique. Je tenais à préciser ces éléments parce que les différents publics auxquels s'adresse la politique de santé ne sont pas énumérés dans cet article général. C'est la deuxième partie du Code de la santé publique qui rassemble l'ensemble des dispositions relatives à la politique de santé de la famille, de la mère et de l'enfant. Et donc c'est une demande de retrait ou un avis défavorable de la Commission. Merci, Madame la rapporteure. Madame la ministre. Eh bien, pour ma part, je donne un avis favorable à cet amendement qui propose de rétablir la rédaction qui est sortie de l'Assemblée nationale et qui permet de bien identifier en termes de santé publique les enjeux liés aux enfants et aux familles, mais en particulier aux enfants. Et c'est un des fils conducteurs de la loi qui est présentée, l'enfance, la jeunesse, donc les familles, puisque l'on sait que les conditions de santé s'élaborent le plus souvent dans la petite enfance. Merci Madame la ministre. Je le mets aux voix. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Il est adopté. Un 42 rectifié bis, Monsieur Commen. Il est retiré. Un 1191. Madame la rapporteure. C'est juste un amendement de coordination. Merci, Madame la rapporteure. Madame la ministre. Favorable. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Il est adopté. Un 945 qui est présenté par Madame Archambault. Alors c'est un amendement qui vise à garantir la place de la santé environnementale au cœur de la stratégie nationale de santé et à l'application du 3e PNSE, Plan national santé-environnement. Il s'agit en fait, si vous voulez, de connecter entre eux les outils de nos politiques de santé publique, afin donc que la réflexion, les outils qui sont mis à la disposition de la santé environnementale ne restent pas à côté de la stratégie nationale de santé, mais soient vraiment intégrés dans cette stratégie nationale de santé, de façon à ce que tout le travail qui est effectué là soit intégré, quoi, que ce soit pas que la santé environnementale ne soit pas considérée comme un ensemble de dispositifs à côté du reste. Merci Madame Archambault. Madame la rapporteure. Alors, cet objectif est évidemment louable, mais il nous semblait que ça relevait de la responsabilité du ministre. Il appartient en effet au gouvernement, dans le cadre de son action interministérielle, de garantir cette cohérence dans la mise en œuvre de la stratégie nationale de santé. C'est donc un avis défavorable. Madame la ministre. Je donne un avis favorable à votre amendement, Madame Archambault, parce que la prise en compte de l'impact de l'environnement sur la santé est explicitement identifiée comme une des composantes essentielles de la stratégie nationale de santé. Je ne reviens pas sur ce que j'ai pu avoir l'occasion de dire, sur l'élaboration du plan national santé-environnement tous les 5 ans, qui est inscrite dans le Code de la santé publique, ce qui montre bien que les enjeux environnementaux sont désormais pris en compte dans l'élaboration des politiques de santé et la stratégie nationale de santé. Je vous remercie, Madame la ministre. Je vais le mettre aux voix avec un avis défavorable de la Commission, un avis favorable du gouvernement. Monsieur le Président.
Voilà, merci. Merci, Monsieur le Président. Je disais que je ne dois certainement pas tout comprendre dans ce qui se passe ce soir. Simplement par un petit manque d'intelligence, et je m'en excuse auprès de vous. Enfin, tout à l'heure, on a déjà parlé d'Exposum. On a donc déjà parlé de l'exposition aux différents problèmes environnementaux et on revient encore une fois dessus pour en reparler à nouveau. Bon, si vous voulez, tout à l'heure dans l'article 2, on en reparlera à nouveau, dans le 3 aussi, dans le 4 et dans le 200 également. Mais s'il faut parler à chaque fois de l'exposition aux problèmes environnementaux, moi je veux bien, mais on l'a mis une fois, pourquoi le remettre 50 fois? Vraiment, c'est... Bon, si vous voulez, ok, la santé environnementale en plus, oui. Enfin bon, ça suffit, quoi. Merci, Monsieur le Président. Madame Joanneau. Merci, Monsieur le Président. Si je peux être d'une quelconque aide pour essayer de vous aider à clarifier le débat et à comprendre, la notion d'exposome n'est qu'une partie, effectivement, des sujets qui sont concernés par la santé environnementale. On est aujourd'hui au 3e plan national de santé environnementale et malheureusement, il est vrai qu'on a toujours un PNSE qui est à côté d'une politique de santé publique. Et quelles que soient les déclarations, on a un PNSE avec des domaines extrêmement ciblés. Et puis à côté, on a une politique de santé ou de santé publique qui semble marcher de manière parallèle, mais pas toujours de manière très convergente. Donc ce serait extrêmement intéressant qu'on puisse clairement dire dans la loi que la politique, le plan national de santé et environnement est dans la politique de santé publique et ne plus avoir le sentiment, quand on est secrétaire d'État à l'écologie, qu'on fait des petites choses dans notre coin, qu'on nous laisse jouer avec quelques sujets, mais que finalement les choses sérieuses de la santé publique, ça se passe ailleurs. Merci Madame Joanneau. Madame Lyonnais. Juste rapidement. Vient d'être dit, nous sommes entièrement d'accord avec, mais je ne sais pas, il me semble qu'une loi, c'est quand même un document qui est opposable. Donc ça nous paraît quand même important d'y apporter des amendements et à ce que les choses soient marquées d'une façon claire et précise, justement pour les opposer. Donc si l'article 1er n'avait pas été totalement dénaturé dans sa nouvelle rédaction par les membres de la commission majoritaire, je veux dire, on n'en serait pas à rajouter à chaque fois sur l'article 1er des amendements. Donc, étant donné que l'article 1er a été retiré de sa substance initiale, effectivement, on rajoute des amendements qui ont été supprimés et on parle de la politique environnementale comme de l'aide aux aidants, etc., du handicap et tout. Merci, ma chère collègue. Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président. Surtout, pour dire comme ça que la majorité sénatoriale a dénaturé la loi, c'est faux. Nous avons voulu la généraliser afin que tout puisse rentrer à l'intérieur. Vous, en y mettant des détails, vous obligatoirement, à un moment ou à un autre, c'est Madame Joanneau elle-même qui a dit qu'Exposum, c'était une petite chose, un détail. Donc on a mis un détail quelque part, on met un détail ailleurs, on va en oublier. On va en oublier. Et au bout du compte, cette loi, telle qu'elle sortira, n'aura pas un effet général tel qu'il est souhaité par la majorité sénatoriale. Et puis, puisque nous en sommes là, et sans vouloir de donner de leçons à personne, je vous invite à relire la lettre 79 de Montesquieu. Merci, Monsieur le Président. Je mets donc aux voix cet amendement qui a reçu, je le rappelle, un avis défavorable de la Commission et un avis favorable du Gouvernement. Qui est pour ? Qui est contre? Qui s'abstient? Il est adopté. Un 946 présenté par Mme Archambault. La comparaison avec le Japon, pays au niveau de développement au système d'assurance maladie similaire, est instructive. Selon le rapport de l'OMS sur les maladies non transmissibles en 2011, le taux de maladie chronique pour 100 000 personnes est de 419 pour la France contre 337 au Japon. On peut en déduire que si la France avait le même taux de maladies non transmissibles que le Japon, le nombre d'affections de longue durée, dont le coût global en 2008 était estimé à 79 milliards d'euros, serait diminué de 25%. Donc cet amendement vise donc à fixer dans la loi un objectif chiffré de réduction
de 25% du taux de maladies chroniques à horizon 2030. Notre objectif avec cette proposition d'amendement, c'est d'avoir un objectif chiffré qui traduit cette volonté, qui s'est d'ailleurs exprimée plusieurs fois ce soir dans les amendements, de vraiment réorienter les politiques par un effort, pour qu'un effort manifeste soit fait, notamment sur la prévention primaire. Et cela aurait également, nous semble-t-il, un impact non négociable sur l'équilibre de la caisse d'assurance maladie, mais aussi sur le mieux-vivre de nos concitoyens, un impact non négligeable sur l'équilibre de la caisse d'assurance maladie, mais aussi sur le mieux-vivre de nos concitoyens, qui sont de plus en plus nombreux à être touchés eux-mêmes ou parmi les proches de leur famille. Merci. Merci Mme Archambault. Madame la rapporteure, pour l'avis de la Commission. On pourrait effectivement partager cette ambition de réduire ces maladies chroniques. Simplement, le fait de marquer un objectif chiffré, c'est d'ordre réglementaire et donc, pour cette raison, nous avons émis un avis défavorable. Merci Madame la rapporteure. Madame la ministre. Je suis désolée, Madame la sénatrice, mais je vais donner un avis défavorable. D'abord parce que si je faisais du mauvais esprit, on pourrait atteindre l'objectif que vous fixez en faisant en sorte que les personnes, je ne suis pas sûre que nous puissions peser là-dessus, mais en voyant une réduction de l'espérance de vie, puisque l'augmentation des maladies chroniques tient aussi à l'allongement de la durée de la vie. Donc si les gens vivaient moins longtemps, il y aurait moins de maladies chroniques, c'est quand même pas l'objectif recherché. Mais de manière plus sérieuse, d'une part, il y aurait des difficultés extraordinairement élevées pour mesurer la réduction des maladies chroniques. Est-ce que c'est une maladie individuellement, les maladies associées? Les modes d'évaluation donneraient lieu à des travaux extrêmement longs. Et puis, à force de fixer des objectifs chiffrés, on ne se donne pas les moyens de mettre en place des politiques plus qualitatives. Et c'est très exactement ce qui s'est passé avec la loi de 2004, qui a prévu toute une série de plans de santé publique avec des objectifs. Et à l'arrivée, on a une multiplication de plans sans coordination, sans articulation, qui ne donnent pas naissance, qui n'ont pas donné naissance à une véritable politique globale de santé publique. Donc il faut qu'il puisse y avoir des indicateurs au niveau réglementaire pour les organismes compétents, que les organismes compétents se fixent des objectifs à eux-mêmes. C'est très bien, mais on ne peut pas inscrire dans la loi un objectif de telle nature. Merci, Madame la ministre. Je le mets aux voix. Oui, Madame Archambault, pour explication de vote. Notre préoccupation demeure, mais nous allons retirer cet amendement et essayer d'en améliorer la rédaction. Il y a manifestement à le travailler encore un peu plus tard. Très bien, Madame Archambault, je vous remercie. Il est donc retiré. Je vais mettre aux voix l'article 1er ainsi modifié. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Il est adopté. Après l'article 1er, un amendement 590 rectifié. Il est retiré, Madame Joanneau. À l'article 1 bis, un 692 qui est présenté par Madame David. Oui, merci, Monsieur le Président. Cet amendement, je le présente donc au nom de notre groupe et au nom de notre collègue Paul Vergès, sénateur de La Réunion. Il demande à ce que des données statistiques fiables et pérennes, enfin, puissent être prises en compte pour cette politique de santé publique dans les Outre-mer. En effet, la Cour des comptes, dans son rapport thématique publié en juin 2014, intitulé « La santé dans les Outre-mer, une responsabilité de la République », affirme « Il n'existe pas d'études statistiques exhaustives retraçant les dépenses de santé outre-mer ». Et dans ce même rapport, le mot « statistique » est souvent accolé à ceux de « incomplète »,« hétérogène »,« mal aisément comparable »,« approximative »,« inexistante »,« illusoire ». Dans certains départements, comme Mayotte,
ou encore la Guyane, ces données sont partielles, voire inexistantes. Dans les collectivités d'outre-mer, les statistiques exhaustives, par exemple sur les densités médicales, font défaut. Un avis partagé par le ministère de la Santé qui, en réponse au rapport de la Cour des comptes, estime, je cite, « Il convient d'être prudent sur la fiabilité des données statistiques se rapportant à l'outre-mer, en particulier s'agissant des territoires autres que les DOM, ainsi que par rapport à certaines comparaisons qui paraissent comporter des biais méthodologiques. Alors, même si l'on peut assister à quelques progrès, il est impossible d'évaluer l'impact des politiques publiques menées localement et de définir des objectifs répondant aux caractéristiques et réalités ultramarines. C'est pour ces raisons que je vous demande, mes chers collègues, de voter cet amendement. Et comme je le disais ce matin en commission, c'est bien de statistiques fiables et pérennes dont les départements d'outre-mer ont besoin pour pouvoir mettre en œuvre cette politique de santé publique. Merci Madame David. Madame la rapporteure. Alors, des statistiques fiables et pérennes. Moi, à titre personnel, je n'ose imaginer qu'elles ne puissent pas être fiables et pérennes. Vous me dites qu'effectivement, probablement, il n'y a pas suffisamment d'études sur l'outre-mer. En même temps, l'article 1er bis, dans son alinéa 2, dit bien que c'est à partir d'une évaluation des données épidémiologiques que la stratégie nationale de santé sera adaptée au territoire d'outre-mer. Et c'est donc un avis défavorable que la Commission a émise, et sinon le retirer. Merci Madame la rapporteure. Madame la ministre. Oui, je vous demanderai plutôt de retirer votre amendement parce que l'objectif ou le sujet que vous posez est un sujet réel. Mais va venir un peu plus tard un amendement 827 qui me semble mieux rédigé et qui prévoit que toute statistique déclinée au niveau local comporte nécessairement des données chiffrées concernant les collectivités d'outre-mer. Donc, je crois que l'objectif que vous recherchez sera atteint en s'inscrivant dans une stratégie d'ensemble. C'est pour cela que je vous demande de bien vouloir retirer votre amendement, sinon je vous donne un avis défavorable. Merci Madame la Ministre. Madame David. Oui, merci Monsieur le Président. Je voudrais remercier Madame la Ministre pour ces informations et pour le fait de dire qu'en effet, la problématique soulevée par cet amendement est réelle. Voilà, Madame la rapporteure, peut-être a-t-elle été distraite par le président Retailleau pendant que j'expliquais la raison de cet amendement, et j'apprécie que Madame la ministre donne raison au contenu même de cet amendement. Et si cet amendement 827 qui sera présenté dans un instant en effet donne satisfaction à cette préoccupation, nous sommes favorables à retirer cet amendement. Bien, merci Madame David. Il est donc retiré, Madame David. Il est retiré. Je mets aux voix l'article 1 bis. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Il est adopté. Après l'article 1 bis, 5 amendements identiques avec un 107 rectifié. Il n'est pas soutenu. Un 165. Il n'est pas soutenu. Un 346 rectifié. C'est Madame Loisier. Merci, Monsieur le Président. Cet amendement s'attache à la situation des quelques 8 millions d'aidants non professionnels qui jouent un rôle central dans l'aide et l'accompagnement d'un proche. Il préconise l'analyse des risques psychosociaux qui pèsent sur les aidants proches, des études épistémologiques sur les pathologies et leurs coûts sociaux qui doivent être menées pour mettre en place une réelle politique de santé, une stratégie nationale efficace en matière de prévention et d'accompagnement des aidants. Merci Madame Loisier. Madame la rapporteure. Oui, ça il en reste d'autres. 600, c'est des identiques. 694 rectifiés.
Oui, merci Monsieur le Président. Effectivement, c'est un amendement qui est identique. Je crois qu'on a pas mal débattu tout à l'heure de la souffrance des accompagnants. Et peut-être que l'adoption d'ailleurs de cet amendement permettra de dépasser les oppositions que nous avons pu avoir et qui sont très dommageables. Donc effectivement, je tiens à réaffirmer là avec l'ensemble de mon groupe que la fatigue physique et psychique, les enjeux affectifs et le stress qu'implique cette fonction majeure combinés à l'isolement des aidants familiaux ont des répercussions vives sur leur propre santé. D'après un récent rapport, il est estimé que les aidants familiaux représentent près de 24% des arrêts maladie non prévus de courte durée, de 3 à 5 jours, et que le taux d'absence non prévu de cette population, puisque tout à l'heure on nous a parlé d'une population comme un peu tout venante, est de 40% supérieur à celui des salariés n'ayant pas de personnes à charge. Donc ça, c'est pas moi qui le dis, c'est pas mon groupe, c'est un rapport qui le dit, mais même si c'était mon groupe, il faudra y faire cas d'ailleurs. Donc il est vraiment urgent que la politique de santé, telle que le prévoit le présent projet de loi dans son article 1er, se saisisse de ce sujet et en mesure l'importance. Ça a été fait, je dirais, à mi-chemin, puisqu'on a parlé des personnes handicapées, ce qui a quand même été un premier progrès, mais toujours pas des aidants familiaux. Donc c'est tout le sens de notre amendement et nous sommes encore une fois plusieurs sur des bancs différents à le porter et j'espère que les rapporteurs sauront entendre ces voix-là. Merci Madame Cohen. Madame Archimbaud, sur le 1085 rectifié. C'est le même, identique, bien sûr. C'est le même amendement. La fatigue physique et psychique, les enjeux affectifs, le stress qu'implique cette fonction majeure, combinés à l'isolement des aidants familiaux, ont des répercussions vives sur leur propre santé. D'où la nécessité, selon nous également, je rejoins ce qu'ont dit les collègues, que puisse être faite l'analyse des risques psychosociaux qui pèsent sur les aidants proches, des études épidémiologiques sur les pathologies, leurs coûts sociaux, afin qu'on puisse mettre en place, là aussi, une politique de santé, une stratégie nationale de santé efficace en matière de prévention et d'accompagnement des aidants. Merci Madame Archimbaud. Madame la rapporteure, sur ces amendements identiques. Votre préoccupation est partagée. Elle est partagée par la Commission des affaires sociales, elle est partagée par l'ensemble des élus sur les territoires. On a vu se multiplier, enfin je l'espère sur vos territoires aussi, mais les initiatives concernant les aidants familiaux qui ne sont pas exclusives d'ailleurs au problème du handicap. Combien de groupes de parole, d'aide pour prendre en charge la personne en difficulté, pour soulager l'aidant. Et je voudrais simplement vous rappeler que la Caisse nationale de solidarité à l'autonomie a produit un récent rapport qui, sans doute, demande à être actualisé fréquemment, mais en réalité, ce rapport est tout à fait conséquent et peut vous apporter satisfaction. Donc, comme nous l'avons dit avec mes co-rapporteurs, les demandes de rapport n'ont pas forcément notre approbation et surtout regarder ce qui est déjà fait dans notre environnement pour justement travailler sur ces situations et sur l'accompagnement des aidants. Merci Madame la rapporteure. Merci. Madame la ministre. À dire vrai, en toute rigueur, je me retrouve assez bien dans les propos que vient de tenir Madame la rapporteure. Il existe des rapports, il existe des études qui sont produites par la CNSA. D'autres vont l'être dans le cadre de la loi d'adaptation de la société au vieillissement. Donc en réalité, je ne suis pas absolument certaine que la production d'un nouveau rapport sera un élément déterminant. Néanmoins, moi j'ai entendu tout à l'heure la demande de beaucoup de sénateurs de voir pris en considération les enjeux de santé des aidants et pas simplement des personnes handicapées et des aidants. Et donc il me semble que, et j'avais soutenu ces amendements, et donc par cohérence, je ne peux qu'entendre et être sensible à la demande qui est exprimée. Et donc, entre ces deux arguments, entre le cœur et la raison, disons que je vais proposer la sagesse. Merci, Madame la Ministre. Donc, j'ai été saisi d'une demande de scrutin public par le groupe communiste républicain et citoyen.
sur les amendements 346, 694 et 1085, qui sont, je le rappelle, identiques. L'avis de la commission, je vous le rappelle, est défavorable et l'avis du gouvernement est la sagesse. Le scrutin, bien sûr, sera ouvert dans quelques instants. Je vais vous donner le résultat donc de ce scrutin sur les amendements 346 rectifiés, 694 rectifiés et 1085 rectifiés. Nombre de votants 346, nombre de suffrages exprimés 346, pour l'adoption 196, contre l'adoption 150. Le Sénat a adopté. Alors, au chapitre 1er, un amendement 695 qui est présenté par Madame Cohen. Oui, merci Monsieur le Président. Cet amendement vise à corriger le titre du chapitre 1er qui s'intitule, je vous le rappelle, « Soutenir les jeunes pour l'égalité des chances en santé » et qui se trouve donc dans le titre « Renforcer la prévention et la promotion de la santé ». Au niveau du groupe CRC, nous pensons que, d'une manière plus globale, parler d'égalité des chances ne revêt pas la réalité de ce que vivent les populations et nous préférons parler de l'égalité des droits. Et c'est d'autant plus vrai en matière de santé. Et c'est pourquoi nous souhaitons que ce titre du chapitre 1er s'intitule « Soutenir les jeunes pour l'égalité des droits en santé ». En effet, si on maintenait le titre en l'état, ça voudrait sous-entendre que, en fait, les conditions de vie, l'appartenance sociale, l'accès matériel aux structures de soins, la connaissance du fonctionnement du système de santé n'ont pas de conséquences pour les jeunes dans l'accès aux soins. Et on le sait bien, dans les propos qui ont pu être tenus par les uns et par les autres, il existe de véritables inégalités sociales, territoriales, et que ce sont ces inégalités-là que nous devons combattre. Nous sommes donc convaincus, c'est le cas de le dire, qu'il faut prendre en considération les nombreux travaux qui ont été faits à ce sujet. Notamment, je reviens sur les travaux du géographe Emmanuel Vigneron, que nous avons d'ailleurs reçu dans une audition ouverte à la Commission des affaires sociales et qui nous a apporté beaucoup. Et c'est pourquoi nous souhaitons que ce titre soit modifié et que l'on parle d'égalité de droits en matière de santé. Merci Madame Cohen. Madame la rapporteure. La Commission a émis un avis favorable à la modification de l'intitulé du chapitre 1er du titre 1er du projet de loi. Merci Madame la rapporteure. Madame la ministre. Écoutez, je suis assez étonnée. Moi, je comprends très bien l'objectif qui est celui de votre amendement, Madame la sénatrice. Et je reste convaincue que la formulation initiale répond mieux à votre objectif que celle que vous proposez. L'égalité des droits, c'est regarder ce que sont les droits qui sont proposés aux uns et aux autres. Et après, on pourrait rentrer dans la question de savoir si ce sont des droits formels, des droits réels. Mais l'égalité des droits, de toute façon, elle existe dans notre pays. Et donc, tout l'enjeu est de faire en sorte que ces droits puissent s'exercer dans un contexte qui est marqué par des différences sociales, des différences territoriales, des différences culturelles. Et c'est tout cela qu'il faut prendre en compte. Et donc, il faut transformer les droits en chances objectives, en chances pour chacune et chacun. Il faut donner à chaque citoyen, au-delà des droits qu'il possède, la même chance de pouvoir utiliser ces droits et les faire fructifier. Et donc, je vous le dis, moi, je reste attachée à la formulation initiale du texte que j'ai proposé, qui me semble beaucoup plus conforme
aux objectifs que vous recherchez et intégrer bien davantage la diversité des situations et des situations subjectives, culturelles, politiques, territoriales qui font obstacle au bon exercice des droits. Donc je vous demande plutôt de retirer votre amendement, sinon avis défavorable. Merci Madame la Ministre. Monsieur Barbier. Oui, Monsieur le Président, pour une fois, moi, je ne sais pas souvent, mais je suis d'accord avec Madame le Ministre. Parce que parler de l'égalité des droits, c'est la Constitution. On sait que nous avons tous les mêmes droits. Ça ne veut rien dire, pratiquement, ou ça veut tout dire. Mais je pense qu'effectivement, c'est l'égalité des chances, c'est-à-dire qu'on puisse, à un moment donné, que ces jeunes puissent accéder à ces droits, à chacun leur chance, c'est ce qui est le cas. On sait très bien, en fonction des localisations, en fonction de la situation sociale, mais l'égalité des droits, elle existe de par la Constitution. Donc je pense que la formulation de la ministre me paraît préférable. Merci, Monsieur Barbier. Madame Cohen. Moi, je ne partage pas évidemment les avis qui viennent d'être donnés parce que je voudrais qu'on m'explique qu'est-ce que ça veut dire l'égalité des chances en santé. On n'est pas tous égaux à la naissance parce qu'on peut avoir effectivement des problèmes d'ordre génétique, on peut avoir des handicaps, on peut avoir l'égalité des chances, ça n'existe pas en tant que tel en matière de santé. Et donc c'est bien des droits à conquérir. Et quand même, ça se saurait, mes chers collègues, si le fait que ce soit dans la Constitution l'égalité des droits, il soit garanti partout, pour tous, sur tout le territoire. On légifère constamment pour justement faire en sorte de faire reculer les inégalités sociales territoriales en faisant en sorte que les mêmes droits existent pour tout citoyen, pour toute citoyenne. Donc, parler d'égalité des chances en matière de santé ne me semble pas juste sur le plan politique et ne me semble absolument pas juste sur la réalité même qui fait qu'effectivement, on n'est pas égaux à la naissance pour des tas de facteurs qui sont, y compris d'ailleurs, indépendants pour certains de ce qui peut être de nature sociale, économique, etc. Donc, je plaide pour que soit reconnue l'égalité des droits en matière de santé, ce qui correspond à un combat plus juste, une réalité plus juste par rapport à ce que l'on porte. Merci Madame Cohen. Y a-t-il d'autres explications de vote? Je mets donc aux voix cet amendement 695. Qui est pour? Je rappelle un avis favorable de la Commission et un avis de retrait ou défavorable du Gouvernement. Alors, qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Il est adopté. Est ainsi donc rédigé le chapitre 1er. Avant l'article 2, un amendement 693 faisant l'objet d'une discussion commune qui est présenté par Mme Cohen. Monsieur Vatrin, pardon. Oui, merci Monsieur le Président. La santé des jeunes est un objectif prioritaire, naturellement visé par le projet de loi, conformément aux orientations de la stratégie nationale de santé. Celui-ci occulte cependant la santé des jeunes enfants avant l'âge de 3 ans qui ne sont pas scolarisés. Selon l'UNICEF, le taux de pauvreté des enfants est passé en France de 15,6 à 18,6 entre 2008 et 2012, ce qui correspond à une augmentation d'environ 440 000 enfants pauvres. L'enquête du SAMU social de Paris de 2014 auprès de familles hébergées à l'hôtel est également alarmante. Plus de 80% des familles sous le seuil de pauvreté, près de 8 familles sur 10 et 2 enfants sur 3 en insécurité alimentaire. Ces différents constats rendent nécessaire le développement d'actions à l'égard des parents et des enfants avant leur scolarisation. Ces actions destinées au développement de la petite enfance sont en effet
indispensable pour non seulement améliorer l'état de santé des enfants, mais également soutenir les parents et agir ainsi sur les déterminants de santé. Nous demandons donc, à travers cet amendement, de promouvoir la santé dès la petite enfance. Merci, Monsieur Vatrin. Le 883 rectifié bis, Madame Laborde. Merci, Monsieur le Président. Donc, cet amendement est identique et il a été fort bien défendu par mon collègue. Et je crois que pour l'égalité des droits en santé, nécessite l'accompagnement des parents pendant les premières années de vie de l'enfant. Je crois qu'en effet, il faut mettre tout notre poids sur la Caisse nationale des allocations familiales et sur le service départemental de la PMI. Donc, moi, je suis pour, bien sûr, le même amendement et j'espère que beaucoup de nous suivront. Merci. Merci, Madame Laborde. Madame la rapporteure. Alors, les deux amendements sont quasiment identiques, à ceci près que l'un retient la notion d'égalité des droits et l'autre celle d'égalité des chances en santé. Alors, ces amendements visent à réaffirmer la nécessité d'un accompagnement des parents pendant les premières années de la vie de l'enfant. Ils disposent que la CNAF et les services de la PMI mettent en place des actions de promotion de la santé qui concourent à l'amélioration de la santé des enfants et de leurs parents. Alors, la Commission des affaires sociales partage la préoccupation des auteurs de ces amendements, mais nous émettons plusieurs réserves qui nous conduisent à donner un avis défavorable. En effet, la portée normative de la première phrase ne semble pas assurée et la seconde relève de l'action sociale extralégale des CAF, qui est organisée par voie de circulaire et elle est satisfaite par le droit en vigueur. Il convient de rappeler à cet égard l'article L. 2111-1 du Code de la santé publique, selon lequel l'État, les collectivités territoriales, les organismes de sécurité sociale participent, dans les conditions prévues par le présent livre, à la protection et à la promotion de la santé maternelle et infantile, qui comprend notamment des mesures de prévention médicale, psychologique, sociale et d'éducation pour la santé en faveur des futurs parents et des enfants, des actions d'accompagnement psychologique et social des femmes enceintes et des jeunes mères de famille, particulièrement les plus démunies, des actions de prévention et de dépistage de handicap des enfants de moins de 6 ans, ainsi que de conseils aux familles pour la prise en charge de ces handicaps, la surveillance et le contrôle des établissements et services d'accueil des enfants de moins de 6 ans, ainsi que le contrôle, la surveillance et l'accompagnement des assistants maternels mentionnés à l'article L. 421-1 du Code de l'action sociale et des familles. Compte tenu de ces dispositions, il ne nous paraît pas fondé de réaffirmer par ailleurs dans la loi la nécessité d'un accompagnement de la petite enfance. C'est donc un avis défavorable. Merci, Madame la rapporteure. Madame la ministre. Oui, je donne aussi un avis défavorable. Là encore, non pas parce que l'objectif ne serait pas plus que défendable, positif et évidemment à porter, mais parce que des dispositions existent déjà dans le Code de la santé publique qui prévoit les actions qui sont proposées par cet amendement. Donc, il me semble que cet amendement est satisfait. Et c'est pour cela que s'il n'est pas retiré, je donne un avis défavorable. Merci, Madame la ministre. Je mets aux voix. Alors, je mets aux voix le 693. Qui est pour? Qui est contre? Il n'est pas adopté. Même vote pour le 883 rectifié bis. Même vote. Il n'est pas adopté. À l'article 2, 5 amendements faisant l'objet d'une discussion commune. Un 457 qui est présenté par Madame. Allez-y, mes chers collègues. Oui, merci, Monsieur le Président, Madame la Ministre, chers collègues. Nous déplorons souvent le grand cloisonnement de nos dispositifs de santé publique dans le fonctionnement quotidien. Et c'est d'autant plus vrai en matière de médecine scolaire où les médecins et les infirmières rencontrent dans leur pratique quotidienne de grandes difficultés à permettre une continuité de la prise en charge des enfants, souvent par manque de lien avec les autres acteurs de santé tels que les médecins de ville ou la PMI. La coordination des différents acteurs de santé est un élément essentiel d'amélioration de notre système et de notre efficacité, en particulier en matière de prévention.
Pour créer les conditions d'une politique publique de santé scolaire cohérente à tous les échelons, il est donc essentiel pour nous que les acteurs de la prévention soient clairement identifiés et travaillent plus en complémentarité dans le cadre de réseaux. Réseau interne à l'éducation nationale au niveau national, rectoral et départemental, bien sûr, mais aussi réseau externe de partenariats multiformes avec les collectivités locales, les services, les acteurs de santé extérieurs, au système scolaire ou dans le milieu associatif. Les liens entre les services de santé scolaire, services de prévention territorialisés, services de santé ambulatoire et services hospitaliers doivent être développés. Il convient de créer le cadre législatif de ce rapprochement et de cette coordination. Il nous faut créer ainsi les conditions de l'articulation entre les acteurs relevant de l'éducation nationale et les acteurs relevant du ministère de la Santé, des Affaires sociales, pour une meilleure prise en charge globale et transversale de l'enfant. Déjà, lors de l'examen de loi de prise en charge de la refondation de l'école, nous avions ici au Sénat plaidé pour introduire une définition conjointe avec le ministère de l'Éducation nationale et celui de la Santé, d'un contenu et d'une périodicité des bilans de dépistage obligatoires dans le cadre de la médecine scolaire. Donc voici l'objet de notre amendement pour rétablir l'article 2 dans sa rédaction telle issue à l'Assemblée nationale. Merci Madame Monnier. Le 646 qui est présenté par Madame la Ministre. Amendement du gouvernement. Oui, c'est la volonté du gouvernement de rétablir les dispositions qui ont été supprimées en commission des affaires sociales. Je l'ai indiqué tout à l'heure dans mon intervention liminaire. Je présenterai des amendements de rétablissement des dispositions qui me paraissent les plus importantes et les plus structurantes pour le projet de loi que je vous présente. Or, cet article 2, l'article 2 tel qu'il existait préalablement aux décisions ou au vote de la Commission des affaires sociales, permettait d'établir un parcours éducatif en santé. Pourquoi? Parce que tout le monde constate que la santé, elle se construit dès l'enfance et qu'il y a des réflexes, des comportements, des habitudes à acquérir dès l'enfance et que les inégalités de santé, elles se nouent à ce moment-là, non pas en raison de droits objectifs, mais en raison de conditions de vie, de capacité à être informé et à, quel que soit son milieu social, quelles que soient les habitudes culturelles des parents, quel que soit le lieu d'habitation, quelle que soit l'école dans laquelle on est scolarisé, a la capacité donc à acquérir ces bons réflexes. Et donc l'enjeu qui est absolument fondamental, c'est d'en finir avec non pas l'opposition, mais la séparation qui existe aujourd'hui entre ce qui se passe dans le secteur de la santé de ville et ce qui se passe à l'école, de faire en sorte que les priorités de santé publique telles qu'elles sont définies pour le pays soient intégrées dans un parcours éducatif qui ne sera évidemment pas un cours de santé, mais qui intégrera, à partir de la maternelle et jusqu'au lycée, dans les programmes, dans l'enseignement, dans les activités de l'école, les priorités, les messages d'information, les messages de prévention qui doivent être mis en avant. Donc, l'esprit de cet article, c'est véritablement que pour la première fois, la loi propose une mise en cohérence des objectifs de santé publique définis par le ministère chargé de la Santé et des actions menées en faveur de la santé des enfants au sein de l'éducation nationale. C'est donc un article tout à fait important dont je vous propose le rétablissement. Merci Madame la Ministre. Le 696 qui est présenté par Madame David. Oui, merci Monsieur le Président. En effet, nous avons un amendement qui est tout à fait identique à celui présenté à l'instant par le groupe socialiste et par le gouvernement, et nous partageons complètement l'objectif que vient de rappeler Madame la Ministre, à savoir d'inscrire clairement la promotion de la santé à l'école comme l'une des composantes essentielles de la politique de santé et d'insister sur la nécessité d'une bonne articulation entre la santé en milieu scolaire et les priorités de la stratégie nationale de santé. C'est un article en effet qui nous semble très important, puisque à la suite, en plus de l'adoption à l'Assemblée nationale de 2 amendements,
en séance publique, l'article prévoit que la mission de promotion de la santé à l'école soit également conduite dans les instituts médico-éducatifs et qu'elle veille également à sensibiliser l'environnement familial des élèves afin d'assurer une appropriation large des problématiques de santé publique. Nous partageons donc complètement ces objectifs et remettons en cause les doutes avancés par la Commission des affaires sociales du Sénat, bien que celle-ci ait soulevé une interrogation très pertinente, la question des moyens pouvant y être associés. Nous saluons d'ailleurs à cette occasion la demande de nos collègues de droite d'une augmentation de la dépense publique. De notre côté, nous ne sommes pas dupes et nous attendons avec impatience le budget des affaires sociales pour l'année 2016 qui, nous l'espérons, viendra apporter des réponses à ce souci légitime des ressources. En attendant, comment se dire ambitieux pour la santé des jeunes et supprimer cet article? C'est un signal très négatif adressé au monde de l'éducation qui demande au contraire des mesures pour renforcer l'égal accès à la santé pour les jeunes. C'est pourquoi nous vous invitons à voter cet amendement de rétablissement qui va véritablement dans le sens d'un renforcement de la prévention et de la promotion de la santé, et cela commence par la santé scolaire. Merci Madame David. Madame Archambault, qui est identique. Oui, rapidement, c'est le même amendement avec les mêmes motifs, nécessité de mise en cohérence, nécessité aussi d'avoir une gouvernance claire de la politique de santé à l'école, donc que les actions de promotion de la santé en milieu scolaire soient conduites conformément aux orientations nationales de la politique de santé. C'est vrai que lorsque les parlementaires ont souhaité parler dans la loi de refondation de l'école de la santé, on leur a répondu que cela relevait plutôt de la loi de santé. Alors aujourd'hui, justement, parlons-en et mettons en cohérence tout cela. C'est vrai, je rejoins ce qui a été dit sur le fait que l'apprentissage de la santé doit commencer dès l'enfance et donc dès l'école. Merci Madame Archambault. Un 878 rectifié qui est présenté par Monsieur Roquier. Oui, merci Monsieur le Président, Madame la Ministre, chers collègues. La suppression de cet article en commission est dommageable car il existe une grande misère de la médecine scolaire. Il convient donc de préciser cet article, pas de le supprimer, et d'affirmer par cet amendement les actions de promotion de la santé en milieu scolaire conduites par les autorités académiques en lien avec les agences régionales de santé. Nous pensons que c'est mieux en le disant et en l'écrivant. Merci Monsieur Roquier. Alors, Madame la rapporteure, tout en sachant qu'il y en a 4 qui sont identiques et un pas identique. Donc, ces différents amendements visent à rétablir l'article 2 du projet de loi qui a été supprimé par la Commission des affaires sociales en juillet. Alors, l'article 2 du projet de loi vise à indiquer que les actions de promotion de la santé en milieu scolaire sont conduites conformément aux orientations nationales de la politique de santé par les autorités académiques en lien avec les ARS. Bien évidemment, nous ne pouvons que partager l'idée selon laquelle l'école constitue un lieu privilégié pour les actions de promotion de la santé dès le plus jeune âge. Parler de parcours éducatif de santé, qui pourrait, dans cet hémicycle, être contre. Néanmoins, nous avons souhaité supprimer l'article 2 car il ne permet aucune avancée concrète dans ce domaine. Les textes législatifs et réglementaires en vigueur assignent déjà une double mission à l'école, celle de suivre l'état de santé des élèves et celle de contribuer à leur éducation à la santé. Celle-ci fait partie du socle commun de connaissances, de compétences et de culture prévu à l'article L122-1-1 du Code de l'éducation. Elle est formalisée dans le projet d'école et le projet d'établissement. Dans les collèges et les lycées, le comité d'éducation à la santé et à la citoyenneté la met en pratique. Sur le terrain, les partenaires extérieurs, institutionnels ou associatifs, et je ne vais pas tous les citer, apportent leur concours en menant des actions de prévention, d'information ou en développant des ressources pédagogiques. S'agissant des ARS, l'article L 1431-2 du Code de la santé publique leur assigne déjà la mission de mettre en œuvre au niveau régional la politique de santé en liaison avec les autorités compétentes dans le domaine de la santé scolaire et universitaire. À ce titre, elles définissent et financent des actions visant à promouvoir la santé, à éduquer la population à la santé et à prévenir les maladies, le handicap et la perte d'autonomie. La question de l'émergence d'un parcours éducatif de santé pose aussi la question des moyens et du temps pouvant y être consacrés.
Or, comme l'indique l'étude d'impact annexée au projet de loi, les orientations définies à l'article 2 ne reposeront sur aucun dispositif supplémentaire. La mise en place de la mesure relève des politiques académiques et d'établissement. Elle est donc financée à moyens constants par les ressources de l'Éducation nationale et des ARS dans le cadre des projets régionaux de santé. L'article 2 n'est d'ailleurs pas nécessaire pour permettre le redéploiement de crédits tel qu'il est prévu dans certains amendements. Enfin, l'étude d'impact ne prévoit aucun texte d'application de cet article. Pour toutes ces raisons, la Commission maintient son avis défavorable au rétablissement de l'article 2. Merci, Madame la rapporteure. Madame la ministre. Les amendements sont presque tous identiques, sauf celui de Monsieur Amiel qui a une rédaction légèrement différente, qui rajoute un alinéa par rapport aux autres amendements. Donc, je lui demanderai plutôt de retirer son amendement pour être dans la lignée des autres, si j'ose dire. Et je donne un avis évidemment favorable à ces amendements, puisque moi-même, au nom du gouvernement, proposais un tel amendement. Je voudrais néanmoins préciser qu'il y aura des textes réglementaires d'application de cet article, qui doivent notamment définir, depuis la maternelle jusqu'au lycée, la nature de ce parcours éducatif et des éléments qui doivent être portés à la connaissance, à l'information des élèves. J'indique par ailleurs que le Haut Conseil pour la santé publique a exprimé à de très nombreuses reprises le fait que c'était à partir de la mise en place d'éléments d'information à l'école que l'on pourrait réduire significativement les inégalités. Mais je veux encore une fois préciser qu'il n'y aura pas 1 heure de santé dans le programme des enfants. Il y aura par exemple en maternelle des activités qui pourront prendre comme sujet l'hygiène, et à partir de plusieurs activités, on va dans un jardin, on fait du jardinage, ce qu'on fait souvent en maternelle, on reviendra et on se lavera les mains et on parlera du fait de se laver les mains, ou on se lavera les dents, des éléments de ce type-là. Mais il n'y aura pas de 8h à 9h ou de 11h à midi le cours de santé à l'école. C'est intégrer les enjeux de santé dans les programmes qui sont de français, de maths, d'histoire ou d'autres choses. On peut faire des dictées sur des sujets de santé, on peut faire des mathématiques à partir d'enjeux de santé, et c'est bien cela qui est proposé par cet article 2. Merci, Madame la Ministre. Donc, je vais mettre aux voix à commencer par l'amendement 457, qui est l'identique du 646, 696 et 1025, qui est pour... Ah, il y a une demande de scrutin public. Excusez-moi. Donc, j'étais saisi d'une demande... Il y avait une explication de vote? Bien. C'était l'amendement après, mais très bien, comme ça les choses sont claires, Monsieur Roquier, je vous remercie. Donc, scrutin public qui a été demandé par la Commission sur les amendements qui sont identiques, que je viens de rappeler. L'avis de la Commission, vous le savez, est défavorable et l'avis du gouvernement est favorable. Il va donc être procédé au scrutin public dans les conditions fixées par l'article 56 de notre règlement. Bien, je vais vous donner les résultats donc, du scrutin numéro 243 sur les amendements 457, 646, 696 et 1025. Nombre de votants 343, nombre de suffrages exprimés 343. Pour l'adoption 155, contre l'adoption 188. Le Sénat n'a pas adopté et l'article 2 reste donc supprimé. Après l'article 2, un amendement 1027 qui est présenté par Madame Archimbaud. Oui, c'est un amendement qui propose qui insiste sur le fait que les élèves peuvent rencontrer un infirmier ou un médecin de l'Éducation nationale dès qu'ils en font la demande, ou si leur état de santé physique, psychique ou cognitif a des conséquences sur l'apprentissage. On insiste sur
Sur cette possibilité d'un accès rapide, on sait que cela peut permettre une détection précoce des troubles de l'apprentissage et c'est aussi un tel accès qui peut renforcer l'égalité d'accès aux soins pour l'ensemble des élèves du système scolaire. Merci Madame Archambault. Madame la rapporteure. Alors, cet amendement vise à préciser que dans le cadre de la mission de promotion de la santé à l'école, les élèves ont accès à un infirmier ou un médecin de l'éducation nationale dès qu'ils le demandent. Alors certes, on connaît les difficultés auxquelles fait face la médecine scolaire, mais néanmoins le principe est déjà dans la loi, celui de l'accès à un infirmier ou un médecin de l'éducation nationale. Et certes, on peut le remettre ad vitam aeternam dans tous les textes, ça ne résoudra pas le problème de la médecine scolaire. La loi est là et après, il faut se donner les moyens de l'appliquer sur le territoire. Mais on peut remettre 10 fois les mêmes choses dans les lois. Ça ne change rien au problème du territoire et du terrain. Merci Madame la rapporteure, Madame la ministre. Oui, je vous demanderai de retirer votre amendement, sinon je donne un avis défavorable. Là encore, non pas sur le principe, mais le principe figure à l'article L121-4-1 du Code de l'éducation. Et donc, votre volonté, en quelque sorte, est exaucée. Voilà, donc demande de retrait ou avis défavorable. Ministre, Madame Archambault. Oui, je ne sais pas si on en aura la possibilité, mais un peu plus loin dans le texte, nous proposerons également des amendements pour valoriser davantage les réseaux de médecins scolaires, plus exactement les mettre en coordination et en coopération plus étroite avec l'ensemble des réseaux de professionnels de santé, parce qu'il nous semble là aussi qu'ils sont en quelque sorte sous-employés. Ce serait sans doute une façon de répondre à cette difficulté. Nous avons déposé cet amendement pour souligner à quel point il y a une vraie difficulté, quoi. Alors je ne sais pas quand on pourra aborder cette question et surtout trouver des solutions concrètes. Moi, je veux bien retirer mon amendement, mais le problème reste. Et on connaît tous des établissements dans lesquels, malheureusement, pour pouvoir rencontrer le médecin scolaire, il faut vraiment être très, très, très malade ou avoir un très, très gros problème, quoi. Et donc, c'est une situation préoccupante sur laquelle nous voulions insister. On y reviendra un peu plus tard dans le débat. Je n'ai pas entendu, Madame Archambault. Non. Madame Archambault. Il est retiré. Après l'article 2, un amendement 458 qui est présenté par Madame... Allez-y, ma chère collègue. Évelyne Lyonnais. Monsieur le Président. Merci, Madame. Oui, sérieusement. Donc sur l'amendement 458, il apporte une précision sur le champ de mission de promotion de la santé à l'école, notamment en ce qui concerne les acteurs et les actions concernées à l'article L121-4-1 du Code de l'éducation. Donc il s'agit de compléter des initiatives institutionnelles en matière de prévention et d'éducation à la santé par des actions de proximité de prévention partagée, favorisant la participation des publics cibles. À l'école, comme dans la société en général, il faut pouvoir s'adapter à la cible, mais aussi savoir l'impliquer pour qu'elle se sente concernée et responsabilité. Donc voilà, en d'autres termes, il faut faire pour, mais aussi avec, c'est ce qu'on appelle la prévention partagée. Si de telles initiatives existent déjà, à la lumière de leur réussite, il nous semble nécessaire de les développer et de les généraliser. Tel est l'objet de cet amendement. Merci, Madame Lyonnais. Madame la rapporteure. Donc, cet amendement entend reconnaître la contribution des acteurs de proximité non professionnels de santé à la promotion de la santé à l'école. L'expression d'acteurs de proximité non professionnels de santé
nous a paru assez peu intelligible. S'il s'agit de partenaires associatifs, de nombreuses associations agréées par le ministère de l'Éducation nationale interviennent déjà à l'école dans le domaine de l'éducation à la citoyenneté et à la santé. Je citerai APF, Avenir Santé France, CRIPS, Mouvement pour Planning Familial, Enfance et Partage, etc. Il revient au chef d'établissement de se prononcer sur la demande que les associations doivent formuler à chaque intervention. Dans ces conditions, il n'a pas paru nécessaire à la Commission de prévoir une nouvelle disposition législative et c'est donc une demande de retrait ou un avis défavorable. Merci Madame la rapporteure, Madame la Ministre. Oui, pour ma part, je donne un avis favorable à cet amendement qui propose un cadre juridique à des actions qui se développent déjà sur le terrain, puisque des acteurs qui ne sont pas strictement éducatifs ou strictement sanitaires concourent d'ores et déjà à des actions en faveur de la santé des enfants, y compris en milieu éducatif. Donc, je donne un avis favorable à cet amendement. Merci Madame la Ministre. Je le mets aux voix. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Il est adopté. Après l'article 2, un amendement présenté par Madame Archambault, le 1031. Madame Archambault. Oui, très rapidement, le Code de l'éducation prévoit une information, une éducation à l'alimentation. Si le lien entre l'alimentation et la santé est primordial, il apparaît nécessaire de le rendre explicite. Une des façons de le faire, nous semble-t-il, serait de rappeler qu'on peut notamment, dans les repas, introduire des produits biologiques. Je ne développe peut-être pas davantage, mais ça paraît pédagogiquement intéressant de sensibiliser les enfants, les futurs citoyens, directement, concrètement, lorsqu'on leur distribue des repas. Merci Madame Archambault. Madame la rapporteure. Cet amendement vise à préciser que l'éducation des élèves à l'alimentation est dispensée dans le cadre des repas scolaires, notamment autour de l'introduction de repas biologiques. Il nous semble qu'il n'appartient pas à la loi de définir les modalités selon lesquelles est mise en œuvre l'éducation des élèves à l'alimentation. De plus, sur le terrain, de nombreuses collectivités se sont déjà engagées dans l'introduction de produits biologiques dans leurs cantines. Il ne semble donc pas nécessaire de prévoir cette possibilité dans la loi et c'est un avis défavorable. Merci Madame la rapporteure, Madame la Ministre. Oui, je donne aussi un avis défavorable parce que le lien entre santé et alimentation ne relève pas de la loi, mais de directives, d'arrêtés, de circulaires du ministère de l'Éducation nationale, le cas échéant. Et vous pouvez, par exemple, aller sur le site internet Eduscol, qui donne toute une série d'informations et de conseils aux enseignants et aux chefs d'établissement en matière d'alimentation et de lien entre santé et alimentation. Donc, avis défavorable. Merci Madame la Ministre. Je le mets aux voix. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Il n'est pas adopté. Deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune après l'article 2 toujours, 1029, Madame Archambault. L'article L. 312-17-3 du Code de l'éducation porte sur l'éducation à l'alimentation dans les écoles. Or, nous observons depuis plusieurs années une présence importante de groupes d'intérêt privés dans les écoles qui promeuvent la consommation de tel ou tel produit en minimisant les impacts sur la santé ou en alléguant des vertus sanitaires très souvent biaisées. C'est le cas par exemple du partenariat qui avait été conclu en 2013 entre le CEDUS, le lobby de l'industrie sucrière, et l'Éducation nationale. Ce partenariat prévoyait des actions de sensibilisation à la nutrition, la distribution de brochures d'information dans les écoles par le CEDUS. Or, le CEDUS défend un intérêt particulier. Ces outils de communication et de sensibilisation sont très souvent biaisés. Ils minimisent ou ils éludent le lien entre, par exemple, la consommation excessive de sucre industriel et la recrudescence de certaines maladies. Notons par ailleurs que ces partenariats existent également au niveau des rectorats ou des établissements. Donc, sans interdire ces partenariats, il ne s'agit pas de les interdire, le présent amendement prévoit qu'ils soient validés par les ARS
lorsqu'il concerne les établissements et par le ministère de la Santé lorsqu'il concerne le ministère de l'Éducation nationale. C'est pour nous une question importante. Archambault, le 1030 toujours, Madame Archambault. C'est le même. La seule chose qui change, c'est parce que ça avait été suggéré en commission, c'est que ce soit l'INPES qui soit en quelque sorte responsable du pilotage, de la surveillance pour vérifier que l'intérêt général est bien respecté de ces partenariats, plutôt que les ARS. Voilà, c'est un amendement en quelque sorte de repli et qui tient compte de ce qui avait été dit en commission quand on en a parlé. Madame Archambault, Madame la rapporteure pour l'avis de la commission. Oui, alors le premier amendement, en effet, entendait assigner aux ARS la mission de valider les conventions de partenariat passées entre un établissement d'enseignement et les organismes représentant un intérêt privé en matière d'éducation à la santé. Alors, il a semblé à la commission que c'était en effet une idée intéressante, mais que ce n'était sans doute pas aux ARS qui ont déjà fort à faire d'assurer cette mission. C'est donc une demande de retrait, un avis défavorable sur le premier amendement. Sur l'amendement suivant, qui transmet à l'INPES des conventions de partenariat conclues entre les établissements d'enseignement et un organisme privé en matière d'éducation à la santé. Cette solution nous paraissait intéressante. Néanmoins, elle n'est pas sans soulever quelques questions. Est-ce que l'INPES doit être le simple destinataire de ces documents? Doit-il émettre un avis consultatif? Quelles seraient les suites à donner à un avis négatif ou réservé de sa part? D'autre part, l'amendement ne semble pas d'ailleurs viser le bon article du Code de la santé publique, car il n'est question d'aucun programme à l'article L. 3232-1. Mais compte tenu de toutes ces considérations, il a été proposé par la Commission de solliciter l'avis du gouvernement. Merci Madame la rapporteure. Madame la ministre. Je donne un avis défavorable, si vous les maintenez, à vos deux amendements, Madame la sénatrice. Il y a eu un dysfonctionnement, cette affaire du CEDUS, qui était très choquante d'ailleurs, mais qui a permis de voir qu'il y avait des failles dans le contrôle des partenariats qui pouvaient être noués entre des établissements et des organismes, entre guillemets, porteurs d'intérêts alimentaires. Mais c'est la responsabilité de l'Éducation nationale de procéder à ces contrôles. Il s'agit d'établissements de l'Éducation nationale et je ne vois pas comment le ministère de la Santé ou des agences relevant du ministère de la Santé viendraient de l'extérieur contrôler des partenariats entre des établissements et des organismes sur la base formelle de l'existence ou non de conflits d'intérêts. Il ne s'agit pas de porter un intérêt, on ne va pas se mettre à apprécier l'opportunité au cas par cas de tous les partenariats qui peuvent exister. Ce sont les rectorats qui sont en lien direct avec leurs établissements qui peuvent apprécier l'opportunité, la qualité des partenariats proposés et éventuellement l'opportunité, enfin le bien fondé de ces partenariats. Donc je donne un avis défavorable parce que cela ne me semble pas relever de la responsabilité et des fonctions ni des ARS ni de l'INPES dans ce cas précis. Merci Madame la ministre. Madame Archambault, pour explication de vote. Je maintiens au moins le deuxième amendement. Je veux bien enlever le premier. On considère en effet que les ARS ont fort à faire par ailleurs, mais il ne me semble pas évident que l'Éducation nationale, avec tout le respect que j'ai pour ce grand ministère, ait toujours les moyens de juger ce qu'il y en a. On se trouve à nouveau devant un problème de gouvernance et de transversalité. Je pense qu'il y a une vraie difficulté. Je comprends bien que c'est difficile à régler comme ça, mais il y a une difficulté. Je ne suis pas sûre qu'au sein du ministère de l'Éducation nationale, on puisse traiter de façon aussi pointue ces questions de santé quand elles se posent. Donc je maintiens le deuxième amendement. Merci Mme Archambault. Alors, le premier amendement est retiré. Le deuxième, le 1030, je le mets aux voix. Qui est pour? Qui est contre? On va recompter. Qui est pour?
Qui est contre? Qui s'abstient? Il n'est pas adopté. Après l'article 2, toujours, un amendement 459 qui est présenté par Monsieur Labazé. Vous avez la parole, Monsieur Labazé. Merci, Monsieur le Président. Voilà, il est d'usage de rappeler un préalable important dans nos débats. La vaccination est avec l'hygiène la première arme de prévention et de lutte contre les maladies infectieuses, faisant de la stratégie vaccinale un enjeu majeur de santé publique. Pour y répondre, il est urgent d'adapter les instruments de suivi et de contrôle de la vaccination. C'est pourquoi il convient d'associer pleinement l'éducation nationale aux stratégies de vaccination. Cet amendement propose ainsi de modifier l'article L. 541-1 du Code de l'éducation relatif aux actions de promotion de la santé des élèves, en permettant aux élèves de bénéficier d'un suivi de leur couverture vaccinale. Nous voulons lutter contre les disparités de taux de couverture entre les territoires, mais aussi en fonction des vaccins. Il s'agit également de repérer les enfants devant faire l'objet de stratégies vaccinales particulières, mais aussi de développer l'accès des populations en situation de précarité aux vaccins. Nous avions discuté de ce problème lors du débat sur la refondation de l'école. Pour des raisons matérielles, on n'avait pas pu aller plus loin, mais il avait reçu également un avis favorable du ministre de l'Éducation de l'époque. Merci, Monsieur Labazé. Madame. Alors, donc, le suivi de la couverture vaccinale des enfants et des adolescents relève aujourd'hui des enquêtes de l'INVS, l'Institut national de veille sanitaire. Compte tenu des enjeux rencontrés, il apparaît en effet nécessaire de renforcer ce suivi dans le cadre de la santé scolaire, même si se pose toujours la question des moyens de la médecine scolaire. Et à ce titre, la Commission a donné un avis favorable. Merci, Madame la rapporteure. Madame la ministre. Je comprends la préoccupation qui est exprimée et vous savez l'engagement qui est le mien pour favoriser une meilleure couverture vaccinale dans notre pays, certaines situations étant extrêmement problématiques et la défiance à l'égard des vaccins augmentant de manière préoccupante et en particulier pour certains vaccins qui ne sont pas forcément d'ailleurs ceux qui sont, disons, proposés aux enfants. Le suivi vaccinal dans la pratique, il est effectué à l'école. L'enjeu, c'est moins qu'il y ait un suivi vaccinal que de l'homogénéiser selon les territoires et de faire en sorte qu'il y ait un même calendrier. Vous savez, j'ai annoncé qu'il y aurait un grand débat sur la vaccination à l'automne, à la suite de la remise d'un rapport par une parlementaire, une députée, Madame Hurel, et c'est à partir de là que des dispositions doivent être prises. Donc je comprends très bien la préoccupation qui est la vôtre, c'est pour ça que je vais donner un avis de sagesse, mais je ne crois pas très sincèrement que ce soit le lieu d'inscription de ces dispositions. Nous avons besoin en réalité de mesures réglementaires et pas de mesures législatives qui permettent de définir un calendrier homogène pour l'ensemble des écoles de France. Et c'est à partir des préconisations remises par Madame Hurel et ce qui ressortira du débat qui s'ensuivra que les dispositions réglementaires seront prises. Mais je ne veux pas avoir l'air de bloquer ou de donner un avis qui serait perçu comme défavorable à votre objectif, donc je donne un avis de sagesse, tout en indiquant que sur le plan de la méthode à suivre, je crois que c'est de niveau réglementaire. Merci, Madame la Ministre. Alors, Monsieur Labazé. Tout va bien. Bien, alors on va voter. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Eh bien, vous aviez raison, il est adopté, Monsieur Labazé. Après l'article 2, un amendement 1026 qui est présenté par Madame Archambault. Cet amendement vise à ce que les étudiants en formation médicale, paramédicale, sanitaire, sociale puissent, à la demande des enseignants,
intervenir à l'école pour des actions de prévention et de promotion de santé. Localement, ce sont des actions qui se mènent déjà dans certains endroits depuis une dizaine d'années, qui sont conduites par le biais des bureaux des étudiants, des associations locales d'étudiants d'une même filière ou d'une même structure universitaire. Elles sont réalisées le plus souvent sur le temps libre des étudiants, sont soutenues pour la plupart par les facultés ou les instituts qui les abritent. Ce sont des opérations qui s'adressent à l'ensemble de la population sur des thèmes très larges tels que l'alimentation, la consommation d'alcool, la pratique d'une activité physique sportive ou la santé sexuelle par exemple. Or, les associations étudiantes font face à de nombreux défis pour créer, faire perdurer leur programme d'éducation à la santé, trouver des financements, être soutenus par leur établissement de rattachement, obtenir l'autorisation d'intervenir. En effet, les associations étudiantes, du seul fait qu'elles soient composées d'étudiants d'une même filière et de représentants d'un corps, ne peuvent pas bénéficier du titre d'association d'intérêt général. Elles ne sont ainsi pas reconnues comme acteurs de prévention et ont plus de difficultés à mener leurs actions. Et donc la création d'un agrément spécifique pour ces associations locales d'étudiants en santé permettrait donc de favoriser ces actions, de les associer aux réseaux de prévention régionaux coordonnés par l'ARS et enfin de les intégrer au sein des cursus de formation en sciences médicales et paramédicales. Je précise que c'est un amendement qui est proposé par certaines associations d'étudiants en médecine. Ça, il me paraîtrait, ces propositions me paraissent utiles en général. Bravo. Madame de Roche. Agrément d'association d'étudiants en formation médicale par les ARS pour intervenir à l'école. Merci. Défavorable. Merci, Madame la rapporteure. Madame la ministre. Oui, je donne aussi un avis défavorable parce que, en tout cas dans la présentation que vous faites et puis ce qui ressort de votre amendement, il y a un côté systématique qui peut être qui peut poser un certain nombre de difficultés. Il y a d'ores et déjà des jeunes étudiants, enfin des étudiants en médecine ou en profession de santé, qui interviennent dans le cadre scolaire, dans le cadre de stages, avec, disons, un encadrement qui est identifié et qui s'inscrit dans une stratégie définie par la médecine scolaire. On ne peut pas ouvrir de façon non régulée l'exercice de certains actes ou de la promotion de la santé à des étudiants en médecine d'une manière qui ne serait pas encadrée, qui ne s'inscrirait pas dans un contexte bien identifié. Donc je donne un avis défavorable. Madame la ministre, je mets aux voix cet amendement qui est pour, qui est contre, qui s'abstient. Il n'est pas adopté. Un amendement 676 qui est présenté par Monsieur Labazée. Oui, merci Monsieur le Président. Voilà, dans un rapport intitulé « La politique vaccinale de la France », fait au nom de la Commission des affaires sociales du Sénat en février 2013 et que j'avais présenté, je proposais de mettre en place l'enseignement de la prévention en matière de santé à l'école. Je crois que nous en avons beaucoup débattu ce soir. L'amendement que je défends à présent va dans ce sens. Il modifie l'article L. 721-2 du Code de l'éducation relatif aux nouvelles écoles supérieures du professorat et de l'éducation, SP, en précisant que ces dernières prépareront également les futurs enseignants et personnels d'éducation à la promotion de la santé des élèves au travers de la vaccination. Une formation à la santé dès l'école, non dans le cadre d'un cours magistral, la ministre l'a d'ailleurs rappelé tout à l'heure sur d'autres thèmes, mais sous la forme la plus participative et collective possible, permettant aux élèves de comprendre l'intérêt et l'importance de la vaccination, apparaît aujourd'hui comme un moyen important de la lutte contre la désinformation, surtout à l'heure où Internet fait et défait les rumeurs, participant ainsi, vous le savez bien, à faire, disons, ou à décrédibiliser la politique vaccinale et à contester le bien fondé de la vaccination. Par cet amendement, nous souhaitons nous assurer que la formation des enseignants
intègre cette dimension d'éducation à la santé, à la prévention et au vaccin. Ainsi formés aux enjeux de la vaccination, les futurs professeurs seront en mesure de faire une présentation objective des intérêts que la vaccination présente pour la santé des élèves et de la nécessité de faire les rappels vaccinaux. Je vous remercie. Merci, Monsieur Labazé. Madame la rapporteure. Alors, la Commission comprend les préoccupations qui sont les vôtres, de celle de faire qu'il y ait une meilleure couverture vaccinale. Néanmoins, elle a émis un avis défavorable parce que la modification du Code de l'éducation relative aux écoles supérieures du professorat et de l'éducation, si certes, en effet, on peut y introduire des formations en promotion de santé, le limiter au seul effet de la vaccination serait très réducteur. C'est quand même difficile de toucher au Code de l'éducation ainsi dans le cadre de la loi santé. Et d'autre part, même si on souhaite en effet que les enseignants puissent connaître en effet les bienfaits de la vaccination et la nécessité de la vaccination et des rappels vaccinaux, ça reste quand même un conseil, une décision qui doit revenir aux professions médicales. Merci, Madame la rapporteure. Madame la ministre. Oui, je donne un avis défavorable, Monsieur Labazé, à cet amendement. Et je vais vous dire d'abord que effectivement, les personnels de santé de l'éducation nationale relèvent du ministère de l'Éducation nationale, de même que la médecine du travail relève du ministère du Travail. Et donc, il y a là un principe, on peut le discuter, on peut le regretter, on peut vouloir l'amender, mais il est là. Et donc, c'est la ministre de l'Éducation nationale qui, aujourd'hui, a autorité sur ces personnels. Donc, je dis très sincèrement que je ne vois pas comment je peux, moi, ici, interférer avec ce qui est aujourd'hui l'organisation dans notre pays. Mais au demeurant, je me suis quand même renseignée auprès du ministère de l'Éducation nationale, et il se trouve que dans les écoles supérieures du professorat et de l'éducation, eh bien, la politique la promotion à la santé et l'importance de la vaccination font partie intégrante de la formation qui est aujourd'hui dispensée. Donc, il me semble que votre demande est satisfaite. Donc, avis défavorable. Merci, Madame la ministre. Pour explication de vote, Monsieur Labazé. Oui, j'ai moins d'assurance maintenant que l'amendement précédent. Vous l'avez compris. Aussi, je ne vais pas créer d'incidents à l'heure où nous sommes. Je crois que nous avons eu le débat. Je veux simplement rappeler à notre ministre ce soir, c'est qu'au moment du débat sur la loi de refondation de l'école, quand j'avais présenté cet amendement, puisque c'était au moment où nous avions rédigé ce rapport, le ministre de l'époque m'avait dit « c'est très bien, mais attendez la loi santé qui viendra dans quelques années pour… Ah oui, voilà, un an et demi, pour pouvoir, disons, présenter votre amendement. » Donc vous voyez, Madame la ministre, que j'ai de la suite dans les idées, mais je vais retirer mon amendement. Oui, c'est retiré. Bien, il a été retiré. Merci. Deux amendements identiques à l'article 2 bis A. Madame Cohen, un 697. Ah, Monsieur Vatrin, pardon. Oui, Monsieur le Président, nous demandons par cet amendement le rétablissement de l'article 2 bis A, supprimé par la Commission des affaires sociales, qui visait à garantir l'accès des étudiantes et des étudiants aux centres de santé universitaires. Cet article, inséré à l'Assemblée nationale, visait à reconnaître la possibilité pour les services universitaires et interuniversitaires de médecine préventive et de promotion de la santé agréés comme centre de santé de contribuer à l'accès aux soins de premier recours. La Commission a estimé que l'article L. 6323-1 du Code de la santé publique reconnaissait déjà aux structures sanitaires de proximité la possibilité de dispenser des soins de premier recours. Si les centres de santé sont des structures sanitaires de proximité dispensant principalement des soins de premier recours, les services universitaires et interuniversitaires de médecine préventive et de promotion de la santé ne sont pas reconnus comme des structures sanitaires de proximité. Nous estimons donc nécessaire d'ouvrir la même reconnaissance aux services de médecine de prévention et de promotion de la santé qui sont agréés centres de santé.
Merci, Monsieur Vatrin. Madame Archambault, pour un amendement identique. Même amendement que M. Vatrin a très bien défendu. Merci. Madame la rapporteure. Alors, donc, ces deux amendements visent à rétablir l'article 2 bis A. Nous l'avions supprimé puisque il tendait à... Il complétait le code de l'éducation afin de préciser que les services universitaires et interuniversitaires de médecine préventive et de promotion de la santé, les SUMS, qui s'appellent différemment, je crois maintenant, lorsqu'ils dispensent des soins en tant que centre de santé, c'est bien, lorsqu'ils sont autorisés à dispenser des soins en tant que centre de santé, contribuent à l'accès aux soins de premier recours. Mais c'est déjà la définition des centres de santé. En tant que centre de santé, les SUMS contribuent aux soins de premier recours car les centres de santé sont précisément définis comme des structures sanitaires de proximité dispensant principalement des soins de premier recours, article L. 6323-1 du Code de la santé publique. Il n'a pas semblé à la Commission qu'il était utile de le repréciser dans la loi, que c'était tout à fait tautologique, et nous avons donc maintenu la volonté de supprimer cet article. Merci Madame la rapporteure. Madame la ministre. Un avis favorable à cet amendement, puisque c'était des dispositions qui ont été discutées à l'Assemblée nationale. C'est une mesure qui est de nature à favoriser l'accès aux soins et la promotion de la santé, la prise en charge de la santé des étudiants, mais j'insiste, pas des étudiants exclusivement, puisque, vous le savez, la loi interdit de réserver des centres de santé à des catégories particulières de population, et donc y compris un centre universitaire devenu centre de santé doit pouvoir accueillir par exemple un retraité. Merci Madame la ministre. J'ai été saisine d'une demande de scrutin public par la Commission sur ces deux amendements identiques, le 697 et le 1032. Je vous rappelle que l'avis de la Commission est défavorable, que l'avis du Gouvernement est favorable et que nous allons procéder au scrutin public dans les conditions fixées par l'article 56 de notre règlement. Voici le résultat donc de ce scrutin sur les amendements 697 et 1032. Nombre de votants 344, nombre de suffrages exprimés 344. Pour l'adoption 156, contre l'adoption 188. Le Sénat n'a pas adopté et l'article 2 bis A reste supprimé. Mes chers collègues, je vais lever la séance. Nous avons examiné, je crois, 63 amendements au cours de la journée. Il en reste 63. Il en reste, Madame la rapporteure, 1053 à examiner sur ce texte. Voilà, vous avez donc pu suivre la suite de l'examen du projet de loi de modernisation du système de santé, en particulier l'article 2 qui vise à soutenir les jeunes pour l'égalité des chances en matière de santé, un article qui n'a pas été voté. Vous pouvez revoir bien sûr ce programme sur notre site internet publicsénat.fr. Très bonne journée sur notre antenne.